Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir notre invité d'honneur, Afzia Herzi. Et pour animer cette rencontre avec Afzia, nous avons demandé à Thomas Edan, le rédacteur en chef du magazine La 7e Obsession, de nous rejoindre. Thomas. Et je voulais juste signaler la présence dans la salle de Rémi Sogadji, le réalisateur de Au-delà des murs, qui est une des plus récentes apparitions d'Afzia en tant que comédienne. Il est là. Avec son producteur. Afzia vous en parlera, mais en tout cas vous verrez ce soir à 20h le court-métrage de Rémi, Au-delà des murs, suivi de Bonne Mère. Ça sera au Centre Rabelais. Comment ? Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse d'être ici. Là, je disais que je voyais Henri, donc il y a un comédien de Bonne Mère. Voilà, mon ami Henri. Et la Graine et le Mulet aussi, donc c'est là où je l'ai rencontré, et voilà, qui est un ami depuis toutes ces années. Merci Afzia d'être là. Merci à vous. Je suis vraiment ravi de pouvoir animer cette conversation avec toi aujourd'hui et avec vous tous également, parce que l'idée c'est aussi que vous puissiez parler et poser des questions également à Afzia durant cette heure et demie qu'on a ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main à un moment donné, voilà, ça sera possible et on sera vraiment ravis en tout cas d'avoir vos retours, vos regards aussi sur le travail d'Afzia. Alors Afzia, moi, pour commencer, j'aimerais bien qu'on commence un peu sur ton origine. Tu es né donc à Manosque en 87. Comment ça s'est un peu passé pour toi, ton rapport au cinéma ? Comment est née finalement ton envie d'être comédienne, d'être réalisatrice, ton rapport aux images ? Qu'est-ce que tu voyais aussi comme film étant petite ? Comment ça s'est un petit peu passé dans ton enfance ? Alors, moi, j'ai toujours aimé lire la littérature, la poésie, les peintures. Et très jeune, j'ai voulu être actrice. Mais voilà, sans formation, sans rien du tout. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu de Bonne Mère ou ceux qui le verront ce soir. Donc moi, j'ai grandi dans la cité où j'ai filmé Bonne Mère, donc dans un des quartiers nord de Marseille. Et c'est vrai que j'ai pas de famille dans le cinéma. Et j'ai jamais pris de cours de comédie, de cinéma, rien. Et j'avais commencé, j'avais je crois 13-14 ans, j'avais vu une annonce pour de la figure, donc j'ai postulé, j'ai fait de la figure, pour je crois c'était France 3. Et après donc, j'ai découvert un plateau, j'étais fascinée. Et j'ai refait une figure. Et là, je suis allée voir la directrice de casting et je lui ai dit, écoute, s'il y a d'autres trucs, dis-moi, moi j'aime bien, ça m'intéresse, ça me plaît. Donc elle m'a dit, ok. Et à l'époque, à Marseille, il y avait une dizaine de directeurs de casting dans la ville. Donc j'avais envoyé ma photo. Et 3 ans après, il y en a une qui m'a appelée pour La Graine et le Mulet. Voilà. Comment ça s'est passé justement pour La Graine et le Mulet, donc ils t'ont appelé? Il y a eu une audition, il y en a eu plusieurs. Comment s'est passée aussi ta rencontre aussi avec Abdelatif Kechiche, qui est un cinéaste absolument exceptionnel, mais qui est aussi réputé pour son extrême exigence. Donc, comment tu as réussi un petit peu au premier abord à te faufiler un peu dans son esprit? Alors moi, j'étais pas du tout... j'étais cinéphile, les gros films d'action, commerciaux, tout ça. J'allais pas voir les films indépendants adolescente, c'est pas vrai, je savais même pas... je regardais pas, quoi, à part Titanic, qui était... C'est très bien, Titanic, après. Et les dessins animés, mais franchement, j'étais pas du tout... Ou les séries, j'aimais bien les séries. Donc, on m'appelle pour le casting, je dis OK et tout, j'y vais. Et il fallait improviser un truc, donc j'ai improvisé. Je savais même pas pour ce que... Je savais pas, en fait, ce que c'était. La directrice de casting, elle voulait pas trop en dire. Mais bon. Après, on m'a rappelé vraiment très vite, 2 jours après, en me disant il faut que tu reviennes. Donc, j'ai dû apprendre un texte en 2 jours.
Donc j'ai appris le texte et après on m'a rappelé pour rencontrer Abdelatif. Et on s'est vus. Moi je ne savais pas qui c'était, mais vraiment pas. Et il m'a dit, écoute, je vais faire un film. Donc là on est en fin de casting. Donc il avait déjà fait un gros casting à Paris, à Sète, à Montpellier. Ouais. Et à Marseille, voilà, il voulait voir quelques personnes à Marseille. Et il m'a dit, voilà, j'aimerais que tu sois dans le film. J'ai dit, bah ok. Ok, oui, pourquoi pas. Enfin, ça s'est passé très simplement, franchement. Mais il parlait pas trop. J'ai un souvenir, il avait sa caméra dans la main et c'était très silencieux, quoi. Et après, bon, je me suis dit, on verra. Et après, très vite, tous les week-ends, j'allais à Paris faire des répétitions. Donc, où j'ai rencontré après les autres comédiens, tout ça. Et petit à petit, tous les week-ends, parce que j'avais l'école, j'ai répété jusqu'au jour où il a fallu prendre ses bagages et venir à Sète pour le film. Bon, super. Alors avant de poursuivre justement dans ta carrière, je voudrais juste revenir sur des choses parce que je trouve que ton cinéma en tant que réalisatrice est assez littéraire quelque part. On sent qu'il y a beaucoup de poésie et que justement par rapport à ton enfance, tu disais que tu lisais pas de poésie, de littérature. Est-ce que tu as des exemples d'auteurs assez marquants qui t'ont marqué durant ta jeunesse et qui aujourd'hui d'ailleurs continuent à être des figures tutélaires un peu dans ta vie? J'aimais bien. J'ai découvert aussi tout ça à l'école, hein, grâce à l'école. Les pièces de théâtre aussi, donc Molière. Hein, à l'école, on apprend tous, on lit tous Molière. Donc j'aimais beaucoup Marivaux aussi. Molière, Marivaux, Baudelaire, enfin plein on va dire les classiques, quoi. Tous ces classiques. Tchekhov aussi. Bien. Et j'aimais aussi beaucoup les peintures Renoir et tout ce qui était un petit peu mystérieux, quoi. Oui, parce que ce qui est passionnant, c'est parce que tu as vécu par exemple dans un quartier où on peut, il y a souvent ce cliché de penser que l'accès à la culture n'est pas toujours évident. Et en fait, t'en es la preuve qu'au fond, la culture, elle peut être partout si on s'y intéresse. Ou est-ce que tu n'es pas du tout d'accord avec ça Elle est très compliquée d'accès, ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. D'ailleurs, on allait au théâtre qu'avec l'école, hein, parce que aussi ça coûtait cher, le cinéma et tout ça, et toutes ces sorties. Donc théâtre avec l'école, l'opéra aussi avec l'école. Après, oui, on va dire j'y suis plus allée après, quoi. Quand j'ai commencé, après La Graine et le Mulet, quoi. Là, on va dire que j'ai fait un peu ma culture et cinématographique aussi, avec les films que Abdelatif me conseillait d'ailleurs. Sur La Graine et le Mulet aussi, il m'avait, à l'époque, je crois que c'était les cassettes. Ça remonte, hein. C'était des cassettes vidéo. Et donc, son assistante, elle m'avait donné plein de cassettes à voir. C'était là, je crois, l'apparition du DVD, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, j'ai des souvenirs de cassettes, que j'ai encore d'ailleurs, chez ma mère. Donc voilà, j'ai commencé à regarder plein de films et à lui poser des questions. Et il fait ça régulièrement, à chaque film, par exemple, sur lesquels tu as travaillé avec Abdelatif, une sorte de corpus, à chaque fois, vous travaillez ensemble, de films, de références À l'époque, en tout cas, moi, en ayant fait les deux, La Graine et le Mulet et Mektoub, moi, des années après, j'ai vu vraiment notre réalisateur. Et d'ailleurs, Henri aussi, qui a fait pareil. Je pense qu'il partage mon avis. J'ai vraiment eu l'impression de travailler avec quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, ça faisait quoi, 14 ans après, peut-être. J'ai vu un autre metteur en scène. D'accord. Mais sinon, oui, voilà, c'est quelqu'un de très cultivé, qui lit tout le temps, qui regarde plein de films. Et quand tu dis que tu as vu un autre metteur en scène, qu'est-ce qui a changé à ton avis dans sa manière de travailler J'ai trouvé plus détendu. D'accord. Pas qu'il est détendu avant, mais perfectionniste. Plus détendu. Une prise, alors qu'avant, on en a fait des prises, mais même à s'endormir parfois. Ah oui, moi, j'ai des souvenirs de, parfois, perdre, dire au moins 60 prises. Oh. On a déjà fait des 60 prises, 70 prises. Mais une prise, ouais. Et c'est pareil, dans Mektoub, par exemple même, oui, dans Mektoub, c'était une prise, hein, 2, parfois. Et je lui disais, mais t'es sûr? Et il me disait, oui, c'est bon, mais parce que je pense que avec l'expérience, il sait, quoi. Alors, par rapport, pour revenir vite fait à la Graine et le Mulet, apparemment, ça a été un film où tu as demandé une préparation assez importante, voire difficile, sachant que c'était quand même ta première vraie expérience de cinéma, même si tu avais fait de la figuration avant.
Comment ça s'est passé? Quel était ton état d'esprit aussi mental en tant que jeune femme, jeune actrice comme ça, qui doit prendre du poids, qui doit d'un coup se retrouver dans une grosse machine de cinéma d'auteur quelque part, avec un cinéaste qui impose une vision particulière, quoi. C'est pas un faiseur, c'est pas un simple réalisateur, c'est quand même un vrai artiste, un vrai cinéaste. Donc, Je m'en rendais vraiment pas compte. D'accord, ok. Vraiment, moi, quand il m'a dit je veux que tu sois dans le film, j'étais tellement heureuse, c'était vraiment un rêve pour moi que en même temps j'étais jeune, donc il m'a dit grossis, ça me dérangeait pas plus que ça. Quand on nous dit bon ton travail c'est de manger, voilà, ok, il y a pas de problème. Donc mais j'étais assez maigre, hein, c'est vrai quand il m'a connue. Et du coup après j'ai compris que c'était pour le personnage, pour la puissance, l'énergie, tout ça. Donc c'était grossir, plus faire beaucoup de sport, de la musculation et tout. Enfin, il y avait une préparation physique qui me plaisait, mais j'ai très vite compris que c'était pour le travail. Et à un moment, j'ai senti en fait que j'avais le personnage en fait, grâce à cette transformation physique. Mais ça m'a pas dérangée, quoi. Enfin, aujourd'hui, je pense pas que je le referai, honnêtement. Si on me le demande, mais même si Abdelatif Kechiche le demande. Non, franchement, non. Je pense pas. Ouais. Maintenant, c'est dur, ça serait impossible à perdre, ce poids. mais non, à l'époque, franchement, moi, j'étais contente. Hein. Mon travail, c'était de faire du sport, apprendre à danser, manger et bronzer. Donc, c'était très bien. Ça m'allait, franchement. C'était pas très compliqué, en effet. Oui, je passais des quartiers nord, où on s'ennuyait, à Sète, la plage. Donc, non. Non, ça va, c'était pas trop désagréable. Non, franchement, je n'ai pas souffert. Et avec ce film, tu as remporté des prix. C'était assez incroyable, quoi. Première expérience de cinéma, d'un coup, propulsé donc, à Venise, avec un prix, je crois que c'était le Marcello Mastroianni, je crois, quelque chose comme ça. C'est pour meilleur espoir, en tout cas, en acting. Et puis, tu as eu le César aussi, meilleur espoir féminin. Qu'est-ce qui s'est passé un peu à ce moment-là dans ta vie finalement, parce que si tu as un peu radicalement changé là, tu t'es dit bon, c'est peut-être la bonne voie, faut que je continue. Il y a eu le tournage et après en fait le montage a pris du temps, donc le film est sorti presque 2 ans après. D'accord. Donc entre temps, moi j'avais un peu raté l'année scolaire parce que j'avais le tournage, donc je me suis dit je vais aller m'installer à Paris, donc je suis allée m'installer à Paris un petit peu pour trouver un agent, tout ça, passer des castings. Et donc après il y a eu la sélection à Venise et moi j'avais vu mais aucune image parce qu'ils nous laissent pas regarder le combo, donc c'était impossible à voir. D'accord. Donc j'avais même pas vu, enfin je voyais quand les autres, quand c'était pas moi, je pouvais assister aux scènes, ils me laissaient parce qu'ils savaient que je voulais devenir metteur en scène, mais j'avais jamais vu quoi que ce soit, donc j'ai découvert le film à Venise en public et c'était assez fou quoi. Et les gens dans la rue, je me souviens très bien de la projection, me disaient Marcello Mastroianni et tout. Je disais mais c'est qui Marcello? Je savais pas qui c'était. Je me souviens d'attaché de presse qui me disait tais-toi et tout. Je dis mais c'est qui? Pourquoi il me dit ça? Et en fait c'était le prix Marcello Mastroianni. D'accord. Donc après j'ai compris. T'as compris après, voilà. Je savais pas qui c'était. Et après on m'a rappelé, on m'a dit oui il faut que tu reviennes, donc je suis revenue et ça parlait italien, je comprenais rien et j'ai compris qu'après il fallait monter sur scène. Je comprenais rien du tout, ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mais après j'étais débutante, je savais pas, moi je savais même pas ce que c'était Venise, à part Cannes, je connaissais pas les autres festivals. Et je suis même arrivée, je me souviens en survêt, je savais pas, on m'a dit tu viens, je croyais que c'était comme un truc en privé, tout ça. Et vite, on va passer une robe, tout ça, ouais, n'importe quoi. C'était n'importe quoi, ouais. Et du coup, voilà. Ils ont dit mon nom, et moi j'étais comme ça, tout le monde me regardait. Et l'attaché de presse qui disait mais vas-y. Et voilà. Et d'ailleurs, dans le jury, il y avait Jeanne Campion qui était à Lyon et qui a eu. Et elle m'a reconnue. Donc le prix c'était en 2007 et au Festival Lumière, là il y a eu un hommage à la metteur en scène Jeanne Campion. Tout à fait. Et donc je suis allée la voir, je lui ai dit vous vous souvenez de moi? Et elle m'a dit oui, couscous. Parce que le film à l'étranger s'appelle Couscous, c'est pour ça. Ah non, c'est vrai. Oui, ça s'appelle Couscous pour de vrai. Ils l'ont appelé Couscous. Couscous. Donc elle me dit couscous, tout ça, je dis oui. J'aurais pas osé à leur place, mais. Oui, ils l'ont appelé. Ça a bien marché, hein, Couscous comme titre. Et même après, d'ailleurs, Abdelatif, il a dit j'aurais dû l'appeler Couscous.
Enfin, je crois que le film a plutôt bien marché en France quand même. Ouais, c'était un grand succès, franchement. Donc, c'était plutôt bien. Et alors justement, quand tu as ce prix et que tu comprends rien en italien, tu sais pas ce qui t'arrive, tu te souviens un peu de ton discours un peu J'ai rien dit. J'étais choquée. Mais j'ai vraiment rien dit. J'étais choquée. D'accord, t'as pris le prix, tu t'es barré, quoi. Ouais, j'étais là, je comprenais rien. Et non, c'était super. D'accord. Et après, du jour au lendemain, et en plus, ils m'ont pas dit pour me faire la surprise, mais du coup, moi, j'étais pas du tout préparée. Je comprenais pas, je me rappelle très très bien, comme si c'était hier, c'était le 7 septembre 2000, je me rappelle très bien, 2007. Et je me suis retournée, et j'ai vu tous les jurés me regarder comme ça, et je comprenais. Ouais. Et après, du jour au lendemain, j'ai reçu plein de scénarios, plein de propositions. Ça a vraiment changé du jour au lendemain grâce à La Graine et le Mulet. Mais malgré ça, ce qui est intéressant, parce que tu dis que tu as reçu beaucoup de scénarios, quand on voit un peu ta filmographie, on voit qu'elle est quand même très sélective, que tu fais très attention quand même à ce que tu tournes. Tu as tourné avec des grands metteurs en scène, mais on sent qu'il n'y a pas non plus trop de films, on sent que c'est extrêmement bien dosé et équilibré. Finalement, la tentation aurait pu être de tout prendre, de tout accepter, de tout faire, et au contraire, j'ai l'impression que ça a été un peu plus mesuré. Et ce qui est plutôt bien en fait, mais pour quelqu'un qui a priori connaissait pas grand chose au cinéma et qui arrivait un peu par hasard. Mais après, entre les 2 ans, donc entre le tournage et le montage, j'ai eu le temps de vraiment d'étudier un petit peu. D'accord, ok. Ouais. Et très vite, j'ai compris que même si j'avais besoin d'argent, parce que je viens quand même des quartiers nord de Marseille, et je me suis dit, allez, il faut de la patience, c'est pas grave. Et j'avais pas envie c'était tellement merveilleux, La Graine et le Mulet, que j'avais pas envie de partir dans un cinéma qui me correspond pas en fait. Donc j'ai essayé de faire des choix et de me dire bon bah je fonce quoi. Je fais à l'instinct mais ça a été dur de refuser certaines choses, mais bon, il fallait quoi. Ouais. Et quand tu lis un scénario, qu'est-ce que tu recherches le plus finalement? Capacité de projection, est-ce que tu as envie de rencontrer tout de suite le metteur en scène, le cinéaste? Qu'est-ce qui au contraire peut aussi te rebuter? Qu'est-ce que tu recherches vraiment? Qu'est-ce qui peut, voilà, si on est cinéaste, on veut te proposer un rôle, qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà. Bah, faut que ce soit un coup de cœur pour l'histoire, pour le personnage. Voilà, j'ai besoin d'être touchée. Sinon, ça m'intéresse pas parce que c'est quand même beaucoup d'investissement et j'ai pas envie de faire un film pour faire un film et c'est très dur pour un metteur en scène de faire un film. Donc si j'arrive et que j'y crois pas, c'est pas respectueux. Et après, ouais, les coups de cœur artistiques et humains aussi. Faut que ça passe avec la personne parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Mais c'est plus ça. Voilà. Après, j'ai fait pas mal de premiers films. Oui, c'est vrai. Et après, si c'est des metteurs en scène qui ont déjà fait des films, je regarde leur travail. Tout à fait. Après, voilà, une rencontre. C'est une rencontre. Mais d'ailleurs, tu dis que tu fais des premiers films, tu fais même encore aujourd'hui des courts-métrages, comme le court-métrage Au-delà des murs. De Rémi, qui est là. Voilà, Rémi Sogadji. Oui, très beau film qui sera projeté ce soir avant Bonne Nuit. Voilà, qui a été présenté d'abord à la Quinzaine en Action, Quinzaine des réalisateurs. Voilà, alors, avant de donner la parole à Rémi rapidement, la question que j'ai envie de te poser, c'est toi, aujourd'hui, avec ton statut d'actrice, tout ça, qu'est-ce qui t'intéresse encore sur une première fois, un premier court-métrage? Parce que là, c'est quand même. Est-ce que finalement, c'est cette forme d'innocence là, de cinéma qui t'intéresse, qui te parle? Toi qui es si sensible finalement à ça, en ta manière aussi de jouer, tu recherches aussi cette forme d'innocence, cette forme de réalisme. Mais c'est ça tout ce qui me paraît vrai. Et Rémi m'avait écrit un mail par rapport à un metteur en scène, Mehdi Benatia, avec qui j'ai travaillé, qui me dit par texto, est-ce que je peux donner ton mail? Je dis ok. Donc Rémi m'écrit et je lis l'histoire et j'ai eu tout de suite un coup de cœur. Et ça m'a touchée, ça m'a parlé. Et après, voilà, j'ai vraiment passé un super moment à faire ce film. Pour moi, même si c'est un court-métrage, ça reste un film. Ça reste un film et j'aime bien. Enfin, je cherche pas que le long-métrage. Après, j'en fais pas 10 par an, mais j'aime bien en faire. C'est des rencontres. Ça reste avant tout des rencontres. Non, mais c'est vrai. C'était super avec Rémi, à Marseille en plus. Et au début, je ne savais pas que c'était à Marseille. C'était dans le sud et il a tourné dans les quartiers nord aussi.
Il y a beaucoup cette expression chien de la casse qui revient souvent dans Tu mérites un amour et dans celui-là, ça me fait beaucoup rire. Ça m'a fait rire quand j'ai vu le court-métrage. J'adore l'expression, il y a une vraie énergie. Dans Bonne Mère aussi, peut-être. Si possible. C'est pas très poétique, mais j'avais j'aime vu en bien juillet, ce mais qui n'est pas poétique. Non, mais c'est pas grave. Non, mais après, c'est dit avec tellement de viscéralité que ça fonctionne toujours. Rémi, alors une petite question pour toi. Pourquoi, en tant que jeune cinéaste, tu fais un court-métrage, oui, avec plaisir peut-être, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à contacter Avia? Pourquoi elle en particulier? Est-ce que tu l'avais en tête depuis le début? Est-ce que c'était même dans l'écriture? Est-ce que son visage est apparu et que tu avais envie voilà. En tout cas, oui. Du coup, moi, à l'échelle du coup, je sortais d'école de cinéma, de la Cinéfabrique qui est à Lyon. Et en tout cas, dans les courts-métrages que je faisais, j'en ai fait quelques-uns pendant les 3 ans, ce que j'aimais vraiment, c'était le travail avec les acteurs et les actrices, et vraiment avoir des séquences qui laissent vraiment des moments, quoi, et d'aller essayer de chercher des moments un peu de véracité. Et Avia me passionnait pour cette capacité qu'elle a d'être dans cette spontanéité et d'être vraiment sans phare. Et aussi, il y avait, moi, dans le film, il y avait un besoin avec le personnage d'être en même temps un personnage qui puisse incarner une vulnérabilité et vraiment de le montrer pareil, voilà, de manière sans phare, et en même temps d'avoir quelque chose d'une résistance, enfin quelque chose qui soit vraiment je sais pas, une présence, quoi, que je saurais pas décrire, mais qui m'inspirait beaucoup. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que du coup, j'y ai pensé très vite et j'ai envoyé ce mail et après j'ai reçu la réponse. Je me suis dit, c'est génial, allons-y, quoi. C'était voilà. Comment on travaille juste avec Avia, même pour la préparation? Parce que c'est ça que tu disais, que son jeu est spontané, c'est ça qui est magnifique chez Asia Herzi, hein, c'est le fait qu'elle est là et puis elle joue, enfin, elle est elle-même aussi quelque part, elle joue, tu ressens les choses aussi, tu n'essayes pas d'avoir une interprétation un peu figée qui va représenter finalement quelque chose. Je ne sais pas faire aussi. Oui. Et pour moi, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est, enfin, en tout cas même dans ce que je veux mettre en scène, c'est ce qui m'a plu dans les scénarios de Rémi, c'est de trouver le moment pour s'oublier en fait. Tout à fait. L'oubli en fait. L'oubli et oui, c'est moi physiquement, mais c'est le personnage quand même. C'est ça. C'est une sorte de lâcher prise en fait. C'est ça. Moi souvent je me dis le personnage c'est moi à ce moment-là de ma vie en fait. Tout à fait. Mais voilà, j'essaye de pas trop jouer. Après, il y a des metteurs en scène qui veulent pas du tout ça, et qui vont être, voilà, ça va être le texte à la ligne, tout ça. Mais dans ces cas-là, c'est peut-être un peu conflictuel ton rapport avec ces gens-là, ou tu arrives quand même à t'adapter un peu malgré tout? Après La Graine des Mulets, ça a été un peu conflictuel, enfin pas conflictuel trop, mais je comprenais pas. Non, je disais mais comment, c'est nul, enfin. Qu'est-ce qu'on fait, c'est n'importe quoi et tout, enfin c'est pas naturel, mais je débutais donc je connaissais pas et souvent on a ça chez les jeunes spectateurs, chez les enfants qui vont voir un film et qui vont dire mais c'est nul et tout, qui croient pas, et c'est pour ça que quand j'écris des scénarios aussi j'aime bien faire lire à des gens qui sont pas du cinéma pour avoir leur ressenti et montrer aussi les films en montage à des gens qui sont pas du cinéma pour avoir des vraies réactions. Et c'est vrai que non, franchement, après, ça a été dur. Et après, j'ai compris qu'il fallait s'adapter. Je me suis dit, c'est soit tu t'adaptes, soit après, tu fais plus rien. Et au final, ça a été une grande richesse parce que du coup, chaque metteur en scène est différent. Et j'ai pu voir aussi un petit peu... en tant qu'acteur, on voit ce qui se passe derrière, tout ça. Donc on se dit, bon, demain, si je fais un film, je ferai attention à ça, à ça, à ça. Donc en fait, c'est la meilleure des formations. Super. Alors, après, j'ai une autre question, mais je vais juste laisser finir Rémi par rapport à la question que je t'avais posée. Oui, en tout cas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que du coup, j'écris les séquences avec des dialogues pour moi trouver un peu le rythme et les points clés. Mais j'aime bien ne pas, envoyer juste un résumé de la séquence. Donc, du coup, par exemple, à ça, j'envoyais des résumés de séquences. Et en fait, et là, sur ce tournage-là, ce qu'on faisait, c'est que on tournait dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de répétition ou de mise en place. Et en fait, la première fois qu'Avia faisait les répliques et jouait avec les autres comédiens et comédiennes, c'était tourné. Et donc du coup, en même temps, c'est stressant parce qu'on découvre tout au fur et à mesure, mais en même temps, effectivement, c'est là où il y a beaucoup d'espace, je pense, pour s'oublier, comme disait Avia. Et voilà, c'était la méthode. Et après, au fur et à mesure,
on affine la séquence et on trouve le rythme. Et voilà, et Avzia aussi avait cette capacité à toujours avoir de nouvelles propositions avec chaque prise. Et voilà, c'était très bon. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré l'expérience parce que je me souviens, je t'avais dit, il n'y a pas de dialogue. Il m'a dit non, j'ai dit ok. Donc tant mieux, moi j'adore vraiment quand c'est... mais il faut avoir du courage quand même, en tant que metteur en scène, de dire bon, j'ai pas de dialogue et je tourne. Moi j'ai adoré franchement la méthode. C'était super, vraiment. Et j'avais même l'impression, et je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, mais j'ai l'impression que c'est la vérité, qu'on est... Ouais. Que c'est ta vie, que tu... Ouais, que ça... je voyais le... C'était vrai, quoi. Mais tu sentais le personnage. Ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être lié aussi au fait par rapport à ta non-formation, on va dire. C'est-à-dire que tu as appris tout sur le tas au final. Tu n'as pas eu une formation théâtrale, tu n'as pas fait une école de jeu. Tu me racontais que tu avais fait un peu de conservatoire, mais tu n'as pas dépassé les 6 mois à un moment donné. Donc, au fond, tu n'as pas de formation qui pourrait être un peu sclérosante aussi, quelque part. Et ça se ressent aussi dans ton jeu. Il y a un côté un peu sauvage, un peu fort, juste un peu à fleur de peau aussi, quelque part, qui est vraiment très beau et qui n'est pas cloisonné ou qui ne répond pas finalement à une histoire du jeu en France. Voilà, tu inventes ton propre jeu, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de jeu. Souvent, quand on me demande oui, est-ce que je dois faire des cours, moi je dis je déconseille vraiment, en tout cas pour ce qu'on a envie de faire. Sauf si on veut faire du théâtre, je dis ne prenez pas de cours. Les cours, c'est la vie, c'est l'école de la vie, observer les autres aussi. La générosité, c'est important de s'inspirer des gens aussi pour créer des personnages, c'est plus ça. Tout à fait. Mais jouer, on n'apprend pas. Pour moi, il n'y a pas de cours de comédie, quoi. Et pour la réalisation, c'est pareil. Tu mérites un amour, par exemple, ton premier film que tu as fait en 2019, qui est sorti en 2019. Pour le coup, c'était pareil, dans cette même optique de... Pas forcément besoin. Ça s'est venu comment, cette histoire? Et est-ce que là, pareil, ce que tu dis sur le fait de pas forcément suivre des cours et tout ça, est-ce que c'est pareil sur la réalisation? J'avais fait un court-métrage en 2010, donc sans cours, sans rien du tout, juste en observant un petit peu ce qui se passait sur les tournages et en posant beaucoup de questions à Abdelatif, notamment sur les plans, les caméras, tout ça. Donc il m'expliquait longuement les choses. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça de filmer. Et oui, aussi, j'ai oublié de dire, quand j'étais plus jeune, j'adorais faire de la photo. Ah, d'accord. Donc ça, la photo, c'était vraiment une passion. Et tu prenais quoi en photo, tout, ou c'était des visages, oui. Ah oui, surtout des visages. Okay. Donc après, donc j'ai fait le court-métrage et c'était tellement épuisant mentalement. 5 jours. Hein. Je me suis dit, mais la prochaine fois, je fais un long parce que c'est trop compliqué. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai mis du temps et j'ai écrit Bonne Mère, qui devait être mon premier don. Ah, d'accord. Oui, qui a été compliqué à monter financièrement parce que j'arrive avec une histoire qui parle d'une femme de ménage à Marseille, dans les quartiers nord. Et dès le début, je sais que je veux un casting de non professionnel pour incarner la mère et la famille. Pour justement c'est d'avoir un réalisme. Et donc ça a été compliqué. Et depuis longtemps aussi, j'avais envie de faire un film comme ça, toute seule, prendre une caméra et filmer. Donc je me rappelle très bien, c'était l'été, je travaillais pas, je me suis dit c'est peut-être le moment de se lancer, de faire le film. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que tu pourrais faire rapidement. Et donc j'ai appelé 2-3 amis. Est-ce que tu fais quoi la semaine prochaine? Est-ce que tu veux tourner? Ok, dans quoi? Ok. Et on a tourné comme ça. D'accord. Ouais. Avec un scénario écrit dans Notes sur l'iPhone. Ah ouais, quand même. D'accord. Et du coup, en 3 fois 5 jours. Ah oui. Ouais, non, ça a été vraiment du jour au lendemain. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux raconter? J'avais envie de parler d'amour aussi, du deuil amoureux, du chagrin d'amour. Ouais. Je me suis dit, c'est un sujet universel. Et comment tu as fait au niveau de l'équipe technique? C'est des amis aussi Ça a été, oui, des amis, des connaissances. Enfin, vraiment, on était peu. Hein. Il y avait un ingé son, le chef-op, un cadreur, donc 2 caméras quand même. Sinon, je ne me serais pas aventurée avec une seule caméra. Ouais. Et c'est tout.
Pas de costume, pas de maquillage, Ok. pas Et de t'avais un rien. producteur quand même ou pas? Bah, c'était moi, ouais. C'était D'accord, entièrement. c'était moi, ouais. D'accord. Et j'avais rencontré, d'ailleurs, il n'est pas là, Lucas, il viendra tout à l'heure, qui est maintenant accessoiriste D'accord. sur mes projets, qui fait les costumes, que j'avais rencontré dans le métro, qui est de Montpellier, et qui voulait faire un stage. Et donc, moi, j'avais l'idée de « Tu mérites un amour ». Je lui ai dit « Bah, viens, tu fais quoi la semaine prochaine ?» Il m'a dit rien. Je lui ai dit « Bah, viens, je vais tourner un truc ». Et donc, il est arrivé, il sortait de l'école, je lui ai donné une enveloppe, je lui ai dit « Voilà, tu seras directeur de production ». Et il m'a dit non, ça s'est vraiment fait comme ça. Il m'a dit ok, moi t'inquiète, je suis étudiant, je sais gérer, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'était super. Et franchement, on s'est éclaté. On a trop rigolé. Bah, après, j'ai eu les décors gratuits, mais c'était vraiment. D'accord. On marchait dans Paris avec la caméra, sans autorisation, sans rien. Et après, tu l'as soumis à la semaine de la critique, c'est ça? Et après, donc, alors, le tournage, ça a été. Par contre, la post-production, ça a été compliqué parce qu'il faut de l'argent pour le montage, tout ça. Ouais. Et je voulais pas abandonner le film en me disant c'est bon, je reporte à plus tard, je montrerai plus tard. Donc il fallait vraiment que je le fasse dans la foulée. Donc ça a été, franchement, ça par contre, ça a été compliqué parce que les salles de montage, c'est très cher et trouver quelqu'un qui accepte de monter, d'être payé plus tard. Oui, c'est plus compliqué, oui. C'est ça. Mais j'ai réussi à trouver un prêt de salle, genre pendant 15 jours. Et après, 15 jours après, grâce à un contact, j'ai pu aller autre part. Et j'ai rencontré donc une amie monteuse qui m'a présenté quelqu'un qui a plein de salles de montage et qui m'a dit « Ok, c'est bon, tu peux venir. Cool. La salle est libre, tu viens, tu restes. » Bon, après, pour bonne mère, je suis retournée chez lui pour Oui, j'imagine. le remercier. Mais du coup, ça a été compliqué. On a même monté dans la cuisine. Enfin, c'était sur un petit ordinateur. Et à la fin, j'ai dit je vois plus rien, quoi. Et j'ai découvert le film sur grand écran la semaine de la critique, parce qu'on n'a même pas fait de projection. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, tu découvres tous les films Oui, c'est ça. J'avais en même même pas temps vu. que tout le monde, quoi. Mais on n'avait pas le temps. Et en plus, la projection, je crois, faisait 2000 €. Et 2000 € à quelques semaines de Cannes, trouver une salle libre, impossible. J'ai dit, bon, bah, on le verra sur grand écran à Cannes. Mais il y avait des projections de presse quand même qui avaient. Parce que Non, rien. J'avais pas d'attaché, j'avais rien du tout. Ah, du tout, d'accord. Non, non. On est arrivé, le film, il avait même pas même pas numéroté, tout ça, enfin au CNC, rien du tout. D'accord, ok. Et après, par contre, ça a été une galère de tout, vu que j'étais productrice. Après, il fallait assumer. Donc, je suis productrice, j'ai jamais fait de production. Donc après, c'était compliqué d'immatriculer l'œuvre, tout ça, pour que ça puisse sortir. Mais on a réussi. D'accord. Et après, j'ai trouvé un distributeur, tout ça. Mais c'était compliqué, surtout la post-prod. Mais après, du coup, j'ai payé tout le monde. D'accord, ok. Donc, le film après a été vendu à Arte, à Canal. Et le distributeur, c'était qui déjà? C'était Réseau Film. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Mais c'est grâce à la semaine de la critique aussi que le film a eu une visibilité, Bah oui, un j'imagine. succès, tout ça, ouais, heureusement. Et c'est moi qui l'ai envoyé par mail. J'ai réussi à avoir le T'as mail. tout fait, quoi. Non, j'avais dit à un producteur, tu peux pas me donner le mail Il me dit, bon, écoute, moi je vais envoyer mon film aussi, mais je veux bien te le donner. Et sauf que son film à lui n'a pas été pris. Il n'a pas été pris non plus. C'est pas cool. Et j'ai insisté pour qu'il me le donne, il voulait pas trop, et après il a fini par me le donner. Ouais, ça mord les doigts maintenant, mais... Et par rapport justement au sujet du film, sur cette idée de l'amour, parce que moi, ce qui est intéressant aussi dans tes films et dans Bonne Mère aussi, c'est que tu as une veine assez romantique, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de romantisme chez toi. C'est pas du tout du cinéma naturaliste, ou voilà. Et sur Tu mérites un amour, c'est pourquoi parler d'amour? Enfin, est-ce que c'est vraiment une thématique, en tout cas, qui t'est chère particulièrement? D'autant plus que c'est un film qui est très dur aussi quand même sur le monde contemporain, sur les relations amoureuses aujourd'hui, sur une forme de froideur contemporaine, une perplexité par rapport au fait de je rencontre un mec, est-ce que c'est vraiment le bon? En même temps, il a juste envie de coucher avec moi. Mais en fait, voilà, et dans tout film, tu recherches l'amour aussi. Donc, il y a toute une sorte de trajectoire qui m'a fait penser un peu à celle de Marie Rivière dans Le Rayon Vert, qui cherche l'amour. Et je trouvais en tout cas très beau ton récit. Mais comment tu l'as articulé par rapport à ton sujet? Déjà, l'amour, c'est ce qui m'inspire. Hein. Mmh. C'est ce qui m'inspire. Et comme je disais, je voulais traiter d'un sujet universel. Donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui peut tous nous réunir?
Et en fait, quand j'ai compris que le chagrin d'amour était universel, peu importe, méchant, gentil, tout ça, je me suis dit, mais ça ferait un très bon sujet, parce que ça ne peut que toucher. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était parfois traité avec trop de pudeur, et qu'il y a des gens parfois qui meurent d'amour, hein, qui se remettent jamais d'une histoire. Et donc j'ai un petit peu enquêté autour de moi, et quand vraiment ça a été validé, c'était universel, je me suis dit, voilà, on va en faire un film. Et je voulais aussi, avant tout, parler de cette génération que je connais, tout à fait, du deuil aussi, amoureux, du cheminement pour aller mieux, etc. Et voilà, j'ai voulu moderniser tout ça et essayer de faire une histoire simple et sincère, surtout, et pas être même dans la pudeur au niveau des émotions. Et parce que souvent, même quand j'en parlais un petit peu autour de moi, j'avais beaucoup de confidences. On me disait, mais je pleurais pendant des heures, je pleurais. Et j'avais honte. Enfin voilà, c'était vraiment pour aider un petit peu les gens qui sont passés par là ou qui passent par là, et pour dire, voilà, faut pas avoir honte, c'est la vie, quoi. Non, mais c'était plus pour ça. C'est très juste. Et le deuxième film, donc Bonne Mère, qui est sorti cet été, qui était au Certain Regard au Festival de Cannes cette année, cet été même. Là, pour le coup, il y a un producteur, c'est Saïd Ben Saïd. Donc, changement de standing, entre parenthèses, sur la production. C'est plutôt toi qui renvoie tous les mails, pour le coup. Il y a quelqu'un qui t'aide. Déjà, comment ça s'est passé la relation avec lui, puis surtout, comment s'est fait la rencontre? Est-ce qu'il a vu Tu mérites un amour et il a beaucoup aimé? Enfin, je crois qu'il avait beaucoup aimé à l'époque. Mais comment ça s'est passé finalement, votre rencontre? Et puis, est-ce que tu étais contente aussi de passer d'un film un peu réalisé un peu sauvagement, voilà, à quelque chose de peut-être plus normé, on va dire, même si Saïd Ben Saïd est un producteur. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a produit notamment Cronenberg, Paul Verhoeven, Philippe Garrel. Voilà, donc c'est un producteur immense et en même temps très très cinéphile et très pointu. Mais voilà, pareil, ça a dû changer certaines choses, je pense, dans ton processus de fabrication. La délivrance. Alors Saïd, en fait, donc il y avait Tu mérites un amour à la semaine, et je commençais à recevoir pas mal d'appels de producteurs. Et il avait mis un tweet sur Twitter où il disait qu'il avait beaucoup aimé le film. Et après, j'ai reçu un mail. Il m'a dit, voilà, j'ai vu Tu mérites un amour, j'aimerais vous rencontrer. Donc, j'ai dit, ok, je l'ai rencontré. Il m'a dit qu'il voulait me produire. Ça a été très rapide, hein. Je lui ai dit, ok, j'ai une idée de scénario, je vais vous l'envoyer, vous me tenez au courant. Donc, 24 heures après, il m'a dit, je veux le faire, réfléchissez. Et donc après, moi j'ai accepté d'aller chez Saïd parce que je voulais vraiment quelqu'un qui me dise pas c'est magnifique alors que c'est nul. Donc je savais qu'avec lui, ça allait être sincère, et aussi j'avais beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il avait produit. Et je savais qu'il allait pas y aller par quatre chemins, donc je me suis dit je préfère aller avec un producteur comme ça que trouver un collaborateur artistique, parce que c'est vrai que sur le premier, j'étais seule, donc j'avais pas de producteur. Bon, j'ai eu des avis d'amis et tout ça, mais pas vraiment un producteur qui a de l'expérience. Et ça s'est super bien passé, le tournage. Et au montage, il m'a beaucoup aidé sur mes questionnements, tout ça. Enfin, c'était super. Et c'est lui qui fait le prochain ou pas? Alors, j'ai pas d'idée de prochain. Donc, je sais pas. J'ai reçu des adaptations, des choses à adapter. Donc, je suis en train de lire, je sais pas. Et tu devrais adapter quelque chose, parce qu'on a l'impression que tout sort de tes tripes un peu dans ta manière de faire. Donc, adapter autre chose, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire vraiment ou Adapter à ma manière. Là, j'ai fait un unitaire pour Arte, une commande qu'on m'a envoyé, un scénario. Et par contre, j'ai dit dès le début, voilà, moi, je veux adapter. Donc le scénario, oubliez-le. Je peux travailler que comme ça, sinon faire un truc, mais je peux pas. Et du coup, je l'ai fait un peu à ma manière, quoi. En gardant quand même l'histoire, hein, parce qu'il y a une chaîne de télé, il faut rendre des comptes. Je ne pouvais pas changer toute l'histoire. Mais adapter à ma manière. Après, pourquoi pas, je sais pas. Je suis pas fermée
Après, adapter quelque chose de simple, c'est sûr que si on me dit d'adapter un livre des années 1800, j'arriverai Sait-on je pourrais jamais. pas. Non, franchement, je pense pas. Et il y a des cinéastes avec qui tu as collaboré, tu as travaillé, qui ont eu un regard sur les films que tu as réalisés. Je pense à Bertrand Bonello, je pense à Abdelatif Kechiche. Enfin, il y a plein d'autres aussi. Mais est-ce que tu as eu des retours un peu, notamment de tous ces cinéastes qui sont particulièrement méticuleux et qui voient finalement leur actrice aller derrière la caméra, quoi. Y a Bertrand Bonello qui avait beaucoup aimé Tu mérites un amour. Donc ça fait plaisir de recevoir des messages de gens avec qui on a travaillé et qui voient du coup qui vont voir notre travail. Et Abdelatif, il a vu, parce qu'il a jamais eu le temps avec les montages de ses films, donc il a vu des extraits. Et une fois il m'a dit ça fait un peu kéchiche quand même. Ce qui est plutôt... Ça fait un peu qu'il rigolait. Voilà, son retour. C'est plutôt un compliment, non? Ah bah oui, mais non, il est très content, il est très fier. Mais après, voilà, il va avoir un extrait, il va dire mais pourquoi t'as pas mis la caméra là? Mais je comprends pas pourquoi vous, les jeunes metteurs en scène, vous faites toujours ça. Enfin, voilà, il est dans une grosse analyse. D'accord, c'est assez pointu, quoi. Oui, il est très pointu, ouais. Alors, on parlait de Bonello et j'aimerais bien juste qu'on parle de La Polonide, Souvenir de la Maison Close, qui était sorti en 2011. Je trouve un chef-d'œuvre, c'est vraiment très très beau film, qui est une histoire de maison close, de prostitution, il y a au moins 2 siècles. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce film-là en particulier? Et puis la méthode Bonello n'est pas celle de Kechiche ou de d'autres cinéastes avec qui tu as travaillé. Il est plus méticuleux, le cadre est peut-être un peu plus rigide, on va dire. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté et qu'est-ce qui t'a plu aussi, notamment dans cette histoire qui quelque part est assez féministe et résonne énormément avec le monde contemporain? Mais quelque part, c'est pas cliché. Parce que je sais que t'aimes pas trop les rôles clichés, les choses comme ça. Et là, pour le coup, c'était un peu détourné. Ça part de la femme aussi, un petit peu aujourd'hui, du corps de politique de la femme, mais dans une autre époque, il me semble. Ce qui m'a plu, c'est l'aventure, dans un film d'époque. Ouais. De travailler avec Bertrand aussi, qui a été vraiment aussi une rencontre coup de cœur. De faire quelque chose de différent. Voilà, et qu'il ait l'imagination de me proposer aussi quelque chose de différent. Et sur ce que ça racontait aussi, sur la condition de la femme à l'époque, qui résonne un petit peu avec aujourd'hui. Donc voilà, et c'était une aventure vraiment magnifique. Et d'ailleurs, avec les filles, quand on se croise, voilà, il y a toujours beaucoup de tendresse et on a passé de très très bons moments ensemble. Et avec Bertrand aussi, quand je l'ai revu il y a 2 ans peut-être, voilà, il y a toujours beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est très très talentueux. Et j'ai beaucoup appris aussi. De toute façon, chaque tournage est un apprentissage. Tout à fait. Est-ce que dans le public un peu, il y aurait des gens qui voudraient poser des questions à Asia ou, Oui. Bonjour. Quelqu'un a le micro? Oui, parfait. Merci. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour savoir, ce serait 2 simples questions. La première serait sur votre court-métrage Le Rodba. Tout d'abord, que signifie le Rodba? Alors le Rodba signifie, en fait, c'est dans la culture maghrébine, c'est la demande en mariage, en fait, la demande en fiançailles. Quand on dit qu'un garçon va faire la Rodba, d'accord, il va demander en mariage. Voilà, c'est ça. Il va faire une demande au père de sa prétendante. Et ensuite, ce serait pour savoir pourquoi avez-vous choisi de tourner des séquences en caméra embarquée à travers le caméscope de la jeune fille qui souhaite se projeter en tant que réalisatrice? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas un souvenir ou une ambition que vous aviez en tant qu'adolescente ou enfant de plus tard devenir réalisatrice à Hollywood ou même indépendante en France? C'était pour être dans le point de vue de cette petite qui se rêve d'être metteur en scène. Et oui, complètement. Complètement, c'est ça. Elle essaye de capter des moments, des moments de vie qui sont pas très naturels, quoi. Voilà, c'est plus de l'humour. Mais c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, le synopsis, si je m'en rappelle, parce que ça fait tellement longtemps, le film, c'est cette petite qui est passionnée de cinéma.
Merci. Et j'aurais une troisième question. Tout à l'heure, vous parliez de chagrin universel, mais personnellement, est-ce que votre long métrage Tu mérites un amour ne serait pas centré sur le fantasme du réellement vivre, car le chagrin est une souffrance et la souffrance permet de se sentir vivant d'un côté, et ce serait pour savoir si l'amour, que ce soit dans le sens physique ou bien psychologique, ce ne serait pas une remise en question sur les émotions vis-à-vis des sentiments en tant qu'être humain. Aussi. Non, aussi, c'est vrai. Hein. Parce que parfois, souffrir aussi, il y a des gens qui veulent se faire souffrir pour se sentir vivant aussi. Donc, si. C'est tellement profond, en fait. Le sujet, il est tellement profond qu'on pourrait en parler des heures, ouais, mais complètement. Merci beaucoup. Merci. Après, dans le film, c'est plutôt une quête, une forme d'exigence par rapport au fait que tu as envie de trouver quelqu'un avec qui tu as vraiment de la conversation, avec qui tu partages des choses et où tu ressens des choses. Parce que Mais c'est plus pour s'en sortir. Enfin, en tout cas, moi, tel que j'ai voulu le raconter. Bon, après, on l'interprète comme on veut. Hein. Ouais. Mais moi, dans ce que j'ai voulu raconter, c'est plus cette fille qui se cherche pour essayer d'oublier... Oui, c'est pour cauteriser la plaie. Voilà, c'est ça, un pansement, quoi. Mais qui, au final, ne peut pas aller bien, ne peut pas trouver si elle ne va pas bien. C'est ça. Bon. Quelqu'un d'autre dans le public qui voudrait réagir ? Oui. Ici, mademoiselle. Ah, pardon. Alors d'abord et après vous. Je vous garde. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de votre travail avec Clichy chez Bonello. Est-ce que vous pourriez parler de votre expérience avec Alain Diraudy ? Oui, alors ça a été une très belle rencontre avec Alain. Et pareil, un rôle pas cliché, qui m'a plu. J'ai aimé ce qu'il défendait, ce qu'il voulait raconter. Et voilà, j'ai foncé. Je me suis dit, ok, ça a été super, qu'on a beaucoup rigolé. C'était une belle expérience aussi. Et je suis très fière de son parcours. Depuis, c'est super, parce que vraiment, à l'époque, il galérait vraiment à faire ses films. C'était très, très compliqué pour lui. Et il le mérite vraiment. Il a beaucoup de talent et même humainement, il est formidable. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, celui qui joue donc mon chéri dans le film, là, Ludovic Bertillot, je l'ai pris là pour Arte. Il y avait un rôle de prof. Et du coup, je lui ai proposé le rôle de l'instituteur, quoi. Et c'était super de le retrouver aussi des années après. J'ai repris aussi 2 comédiens de Tu mérites un amour. J'aime bien retrouver... Il y a un aspect un peu familial et ça, puis oui. de ne pas oublier les gens avec qui tu as travaillé, Non. même plus jeune aussi. Oui, c'est ça. Et Ludovic, ça a été vraiment pareil, un coup de cœur artistique et humain. Et on est toujours resté en contact. Et voilà, j'avais pensé à lui pour ce personnage. Super. Mademoiselle. Moi, je voulais dire, du coup, le cinéma, c'est un milieu qui a l'air un peu flou. On ne sait pas vraiment... j'ai l'impression d'un œil extérieur que quand on est dans le cinéma, on ne sait pas vraiment sera où demain. Du coup, j'ai une question qui est un peu vague, mais cinématographiquement, où t'imagines-tu dans 10 ans ? Alors là, Grande je question. ne sais pas. T'as des projets ? Franchement, j'en sais rien. J'espère continuer. Hein. C'est vrai que c'est un milieu flou, que c'est dur de se projeter. On ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, c'est pour ça que je conseille à beaucoup de jeunes comédiens d'essayer de faire autre chose à côté. C'est-à-dire d'écrire, si on a la passion d'écriture, de travailler les langues, de faire du sport aussi, c'est très important. Je suis coach de sport. Non, mais c'est très important. C'est important, c'est bien. Non, mais c'est vrai, parce que si demain, je sais pas, on vous propose un rôle de danseuse il faut être en forme physiquement, prendre soin de soi. Voilà, c'est un travail au quotidien en fait. C'est pas on arrive et on apprend un texte et c'est pas ça en fait. C'est un travail surtout sur soi, sur le corps, sur l'esprit, sur le mental aussi. Enfin, je dis n'importe quoi, comme se forcer à aller courir si on n'aime pas courir, mais ça forge le mental, quoi. Et donc, j'espère continuer, quoi.
Je sais pas. Et quand tu On parles verra. quand tu parles de sport, il y a aussi cette notion de discipline et ça va aussi avec ton nouveau métier de réalisatrice. Un tournage, c'est quand même long, c'est prenant, il y a quand même beaucoup de gens à gérer, il y a quand même une sorte de charge mentale très forte. Et donc dans ce que tu dis dans le sport, il y a quand même cette idée de se structurer aussi, d'être suffisamment rigoureux aussi pour pouvoir tenir cette charge qui est quand même... qui peut être foudroyante en fait si on la maîtrise pas. Franchement, c'est très dur psychologiquement et même parfois je me dis mais pourquoi tu fais ça, c'est n'importe quoi. Tu te rends malade pour filmer, mais après c'est la passion. Mais c'est vrai moi je me pose la question parfois, je me dis mais c'est n'importe quoi. Des heures sur l'ordinateur à écrire, chercher une scène. Mais après c'est la passion. Et c'est vrai que en tout cas moi j'ai besoin de ça, de me préparer physiquement, sinon c'est pas possible. Après on a des images de metteurs en scène derrière assis sur la chaise en train de manger. Franchement, j'espère ne pas devenir comme ça. C'est pour ça que je fais du sport, parce que sinon... Et en tant qu'actrice, tu étais aussi disciplinée qu'en tant que metteur en scène ? Ah oui, parce que comme je disais, je peux pas trahir... Enfin, c'est tellement dur, même avant de savoir ce que c'est que d'être metteur en scène. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour le réalisateur. Et pour moi, on est obligé. Un engagement, c'est un engagement et il faut essayer de le faire bien. Et au final, c'est nous qu'on voit à la fin, quoi. Ouais. Donc franchement, les problèmes, il faut les mettre de côté et essayer de ne pas être en conflit. Et il faut s'adapter au metteur en scène. On est au service du metteur en scène de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est important de travailler dans des bonnes conditions. Tout à fait. Et on fait quand même un beau métier, quoi. On n'est pas sur un chantier où... C'est un chantier artistique. Voilà, c'est un chantier artistique, mais c'est pas... Enfin, voilà, il y a pire, quoi. Complètement, tout à fait. Ouais. Quelqu'un d'autre dans le public qui voudrait... Ah, ou alors 2 personnes. Alors, vous, et après, vous, c'est noté, c'est bon. Ça marche. Okay. Bonjour. Bonjour. J'ai noté sur mon téléphone parce que ça va être un peu... voilà. Du coup, vous avez parlé du fait d'être venu d'un entourage où vous ne connaissiez pas beaucoup de personnes dans le milieu du cinéma. Et dans cela, vous inspirez beaucoup d'autres jeunes, d'autres étudiants même, qui se retrouvent un peu dans la même situation. Et je voulais juste demander, est-ce que vous diriez que votre parcours a été plus compliqué que quelqu'un qui aurait grandi vraiment dans le métier ? Est-ce que ça a été plus dur d'être pris au sérieux ? Voilà, c'est tout. Alors, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est plus compliqué qu'un tel ou un tel, parce que même des gens qui ont de la famille dans le cinéma, c'est compliqué pour eux parfois. Mais je l'ai ressenti. Hein. Franchement, je l'ai ressenti beaucoup. On me disait, mais toi, t'es actrice. Je ne dirais pas le nom, hein, mais un acteur, quand j'ai commencé, connu, qui m'a dit, mais tu sors d'où, toi ? Mais c'est pas possible de jouer comme ça. Mais vraiment, tu sors d'où ? Et il y a même une rumeur qui disait que j'étais la fille d'Abdelatif. Oui, il y a une rumeur dans le métier, oui. Ça bruse de rumeurs, ce métier en général, à tous les niveaux. Oui, il y a des grosses rumeurs, hein, mais bon. Mais oui, ouais, c'était... Voilà. Mais après, moi, je suis un peu sauvage, hein, donc c'est vrai que je calculais pas trop. Et franchement, d'où je viens, pour moi, c'était tellement incroyable ce qui se passait que même si ça s'arrêtait du jour au lendemain, j'étais contente. Mais je faisais pas attention. Je venais déjà d'un coin où il y avait que de la rumeur. Donc franchement, ça à côté, c'était rien du tout, quoi. Mais oui, je l'ai senti, c'est sûr. Mais de toute façon, le secret, c'est de ne pas écouter. Il faut écouter son instinct et essayer, même si c'est dur parfois, de croire en soi et de travailler, quoi. Au final, toi, quand tu as rencontré Abdelatif Kechi, j'ai l'impression que tout est allé très vite. Après, tu as eu ton prix à Mostra. En fait, t'es arrivé, tu as pris une place, mais sans vraiment la chercher non plus. Voilà, ça s'est passé d'une manière un peu au feeling. Mais j'ai travaillé. Derrière, il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail physique, après mental aussi, de discipline. Donc quoi qu'il arrive, moi je dis toujours que le travail porte ses fruits. Oui. Et même en tant que metteur en scène, c'est beaucoup de travail seul. Beaucoup de travail à écrire, à réfléchir, à se prendre la tête, faire des insomnies, à faire, et à se dire non mais... c'est ça, quoi. Moi, je sais que pour Bonne Mère, par exemple, je suis arrivée à des commissions de financement en disant je sais que ça ne va pas faire des millions d'entrées, mais ce film est très important pour la société. Et voilà, se demander pourquoi on fait ça, quoi. C'est important. Oui.
Et se battre, c'est beaucoup de travail et de sacrifice. Hein. Ouais. Même, le processus de financement n'est pas évident, même pour Bonne Mère. Oui, c'était très compliqué. Quand on arrive pour demander de l'argent, moi j'ai eu aussi des financiers qui m'ont dit on ne produit pas ça en fait. On aime ces sujets-là, mais on peut pas, ça fait pas d'audience, ça fait pas d'entrée. Et après, pourquoi vous voulez faire ce film pour ça? On est obligé d'être honnête. On peut pas dire oui pour. Et après, voilà, si ça s'est fait, c'est que les gens ont été touchés. Mais ça a été une grande bataille, hein, parce qu'arriver avec un projet qui a pour sujet Nora à Marseille, dans les quartiers nord, voilà. J'imagine que franchement, on n'arrive pas avec... Ils vont pas nous mettre des millions sur la table en disant vas-y, on finance. Mais, Et le succès quand même de Tu mérites un amour, le fait qu'il soit après, par contre, ça a tout débloqué. Ah oui. D'accord, ok. Mais avant, Tu mérites un amour, donc Bonne Mère, impossible à financer. Hein. Ouais. Impossible pour avoir assez pour le faire. Quoi. Fait, et d'ailleurs, il a été arrêté. Après, j'ai essayé de faire de tourner un petit peu, et on n'a jamais pu continuer. D'accord. Parce que ça coûtait trop cher, quoi, avec tous ces personnages, et je voulais pas sacrifier des personnages. D'accord. Et faire Bonne Mère à l'arrache, j'aurais pas pu, parce que je peux pas demander ça demandait trop. C'était trop compliqué, quoi, à faire. Bien sûr. Ouais. Mais du coup, après Tu mérites un amour, ça a tout débloqué pour Bonne Mère. Mais tant mieux. Oui, heureusement. Mais c'est grâce au film, hein. Sinon. Mais ça marche comme ça aussi, parfois. Oui, mademoiselle, allez-y. Je voulais savoir, en tant que comédienne, quand on vous envoie des scénarios, qu'est-ce qui va vous faire choisir l'un plutôt que l'autre? Qu'est-ce qui vous attire le plus? C'est vraiment le feeling. Voilà, l'histoire, faut que l'histoire me touche, me parle, me touche. Et si j'arrive à me projeter. Mais c'est plus ça. Et la démarche aussi, voilà, comme avec Rémi, hein, la simplicité m'a plu en fait. La simplicité de l'échange et tout ça, voilà, on n'a pas été par quatre chemins, quoi. Et ça, j'aime bien quand c'est simple, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Mektoub, My Love. Outre que Keshish, évidemment, je pense que tu lui dis oui plus facilement parce que c'est un peu ton père de cinéma quelque part. J'avais dit non. J'avais dit quand il m'a proposé Mektoub, je lui ai dit franchement, je lui ai dit, tu sais, maintenant j'ai fait d'autres films et tout, je sais pas si tu veux ça, je sais plus si j'ai le truc que t'aimais au début, quoi. Ouais. Il m'a dit mais si, j'ai pas envie de te décevoir. Donc est-ce que t'es sûr? Il m'a dit oui. D'accord. Ouais. Mais au début, voilà, je voulais pas on va dire le décevoir, quoi. Ouais, lui promettre un truc qui n'était plus forcément en toi. Oui, parce que la première fois, ça reste la première fois, mais après retrouver on va dire le naturel. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que tu penses? Parce que Mektoub moi je trouve que c'est un film vraiment important. Bon, il y a eu le intermezzo à Cannes qui a aussi fait un peu scandale. Il y a beaucoup de choses qui font polémique finalement autour d'Abdelatif Kechiche, alors que pourtant clairement c'est quand même l'un des cinéastes les plus importants en France. Quel est un peu ton avis là-dessus sur le fait qu'il soit un peu agitateur de passion, quoi? Enfin, je veux dire, Alors franchement c'est tout le contraire de lui, parce que c'est quelqu'un de très discret dans la vie et qui aime pas du tout être exposé et qui est très gentil, très humain. D'ailleurs, il y a Henri qui a tourné beaucoup avec lui, hein, qui pourra en témoigner. Et je sais pas. Ouais. Franchement, même lui ne comprend pas, et ça reste quand même un grand cinéaste, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, les rumeurs, tout ça. Mais c'est quelqu'un de très sensible et qui a aussi galéré à faire ses films, hein, dans les débuts. Bien sûr, il a beaucoup galéré à monter tous ses premiers films. Enfin, moi, il m'a raconté des histoires sur notamment La faute à Voltaire, tout ça, où c'était très compliqué. Et c'est vraiment un passionné de cinéma. Et franchement, vu comment il filme les gens, je vois pas comment on peut s'imaginer qu'il soit aussi mauvais que ça, quoi. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu me disais, mais que quand tu étais sur un tournage de chez Keshish, tu avais l'impression qu'en fait, il n'y avait plus de caméra. Complètement. Et alors, concrètement, comment ça marche? Est-ce qu'il éloigne la caméra? Est-ce qu'au contraire, c'est simple? Ou alors c'est vraiment l'ambiance? Ou tu parles d'hypnose aussi? Honnêtement, comment ça fonctionne? Quand j'ai retrouvé sur Mektoub et que j'ai vu un autre metteur en scène, je pensais pas que j'allais oublier
autant la caméra que ça, alors que j'avais quand même de l'expérience. Et plusieurs fois, quand il coupait, je sursautais. J'avais oublié la caméra. Et un jour, je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'est de l'hypnose en fait. Parce que vraiment, j'oublie. Et même quand j'ai vu les films, j'avais oublié certaines choses. Donc c'est incompréhensible. Il est très fort. Franchement, franchement, pour que je sursaute quand il dit ce qu'on fait, c'est que, ouais, non, c'est super. Franchement, c'est super. C'est vraiment des magnifiques, inoubliables. Et franchement, et d'ailleurs, quand je faisais Tu mérites un amour et monter Mektoub, j'ai dû aller le voir 2 fois au montage. Je lui dis, je viens plus parce que je vois les images et j'ai envie de jeter mon film à la poubelle. Mais vraiment. Il lui dit, ah non, mais c'est pas encore bien. Alors que, non, il est très, très doué. Ouais. Et le intermezzo de 4 heures, quand tu l'as vu à Cannes, ça allait Alors, j'ai vu à Cannes. C'était long. Je lui dis d'ailleurs, c'est long. Mais c'était magnifique. Ouais, moi, j'aime beaucoup aussi. Franchement, c'est magnifique. Et j'espère qu'il sortira et que les gens pourront le découvrir parce que c'est vraiment sublime. Et même l'autre volet, parce qu'il y a 2 films. Donc il y a Intermezzo, il y a Canto Doué, je crois, qu'on a terminé, qu'on avait fait dans la foulée. Donc, et qui sont vraiment super. Qu'on a hâte de voir, hein, parce que il s'était lancé dans une série de films, et là pour le coup on a vu c'est ça, qu'un et demi, parce que bon, l'autre il est même pas sorti en fait. Pour les chanceux à Cannes, comme, voilà, on a pu le voir, on a pu le découvrir, c'était vraiment super, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas encore une sortie. Ouais. J'espère qu'ils sortiront vite parce que franchement ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des leçons de cinéma pour le coup. Mais c'est un éternel insatisfait. D'accord. Oui, il est jamais content de ses films. Il est jamais content de ses films. Et toi, c'est pareil, en tant que réalisatrice ou pas? Ah oui, bon, moi je regarde plus après, parce que sinon je me dis, j'aurais dû... Mais pas autant que lui. Franchement, lui, je comprends pas, il est toujours... Il dit, j'aurais dû plus couper ça. Mais par contre, il est marrant, c'est qu'il dit, bon, c'est vrai que ça c'est trop long, j'aurais dû couper. Quand c'est terminé, en fait, il dit qu'il aurait dû couper. Mais il est très perfectionniste et il fait du montage aussi. Il monte pratiquement tous ses films tout seul. Ouais. D'accord. Oui, il faut monter. Oui. Ce Mektoub, c'est 3 heures et l'autre Intermezzo, c'est 4 heures. Donc oui, il faut... Maintenant, c'est plus court. Il m'a dit qu'il a réduit. D'accord. Je crois 2h30, mais il a passé beaucoup de temps au montage. C'est drôle parce qu'on aura vu un film fantôme, de 4 heures que finalement on verra jamais. 2h30. Voilà, il y a 1h30. J'espère qu'il y aura une version longue. Je pense qu'il aura toujours préparé la version longue. Ouais. Quelqu'un d'autre un peu dans la salle qui voudrait réagir? Oui. Et après, derrière. Oui, du coup, j'ai une autre question. C'est d'un point de vue extérieur. Le monde du cinéma, il a l'air très fermé. Et souvent, on nous dit qu'il faut des contacts, tout ça. Et du coup, j'avais pour question, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de la réalisation sans avoir eu cette carrière d'actrice? Parce que c'est un peu... est-ce que tu penses que c'est elle qui t'a permis de faire de la réalisation? Parce que du coup, pour être réalisateur, il faut être quand même assez pris au sérieux, avoir une certaine crédibilité. Du coup, est-ce que tu penses que c'est grâce justement à ta carrière d'actrice? Alors oui et non, parce qu'on n'est pas trop pris au sérieux en tant qu'acteur quand on arrive avec un scénario en disant je veux réaliser. Mais ça aide en tout cas pour par exemple avoir une salle de montage, un truc, ça aide en disant voilà j'ai fait ça, à ce qu'on nous présente un peu les gens, on va dire. Parce que tu as un nom en fait. Oui voilà, c'est ça aide. Mais voilà, oui et non, parce que moi j'ai eu des retours, on me disait mais c'est pas un scénario, mais c'est quoi, c'est nul, mais c'est quoi cette actrice qui veut réaliser, vraiment des trucs horribles. Oui. Et aujourd'hui les gens me disent mais bravo, c'est super, alors qu'ils ont oublié, mais moi j'ai pas oublié, parce que les gens m'ont dit, eux ont perdu la mémoire, pas moi. Volontairement, hein, mais... Oui, alors j'ai des souvenirs de vraiment mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Mais voilà, ça a été beaucoup franchement, beaucoup de travail et d'acharnement pour essayer d'être un peu crédible. Et d'ailleurs, pour Bonne Mère, j'avais gagné un prix du scénario, donc on va dire que c'est là où ça a commencé un petit peu, on a commencé à me prendre un peu au sérieux, quoi. Quand j'ai envoyé mon scénario à ce concours et que
que j'ai gagné un prix. Mais sinon, non, c'était pas évident. Mais ça m'a beaucoup aidé, oui. En tout cas, ça m'a appris, on va dire, la technique plus ou moins, quoi. Sinon, c'est impossible de réaliser. J'aurais pas pu réaliser comme ça. Arriver comme ça, poser des caméras, non. Sans école, sans rien. Oui, évidemment. Ouais. Impossible, ouais, oui. Mais pour moi, c'est la meilleure des formations, c'est le surplace, quoi. Et c'est pour ça que quand je tourne, par exemple, et que... d'ailleurs, sur Bonne Mère, même Tu mérites un amour, avec Lucas, moi, j'invite, pas 50 personnes, mais ceux qui veulent venir voir. S'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Est-ce que je peux venir regarder ?» Oui. Ils sont les bienvenus, quoi. T'acceptes volontiers. Ah oui, complètement, oui. Pas de souci. On m'a demandé de me lever pour poser la question. Bonjour. Alors, déjà, bonjour, bravo pour votre très beau parcours. Merci. Moi, je voulais savoir de la source des femmes à sœurs ou du film de Mehdi Benatia, évidemment La graine et le mulet, et j'en oublie sûrement. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller présenter ces films qui parlent de questionnements sur des sociétés et des cultures du Maghreb? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller présenter ces films en Tunisie, au Maroc ou en Algérie? Et comment ça a réagi? Ou est-ce que ça vous intéresserait, particulièrement dans le cadre de tout ce qui s'est passé en termes de géopolitique avec les printemps arabes? On avait il y a quelques années l'avant-garde de réalisateurs algériens qui étaient dans cette salle. Voilà. Et puis avec le mouvement du Hirak en Algérie. Voilà. Est-ce que ça a été une possibilité ou est-ce que ça vous intéresserait? Alors oui, je l'ai fait. Évidemment avant le printemps arabe, parce qu'après c'était très compliqué. Mais je l'ai fait et ça s'est plutôt très bien passé. Après, c'est vrai que pour l'amour des hommes, parfois il y a eu des réactions un petit peu compliquées. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été... J'ai beaucoup voyagé avec les films. Et ça s'est toujours très bien passé. C'est important pour toi d'accompagner les films aussi, même en salle, avec oui. le contact du public, de voir comment... Voilà, de ne pas être que dans une tour d'ivoire, mais aussi d'aller vraiment à la rencontre et de se confronter aux gens, quelque part aussi. Ah oui, dès que je peux, j'y vais, quoi. Ouais. Et même avant de réaliser. Hein. Et là, en réalisant, c'est vrai que j'ai accompagné... ça a été compliqué, nous, avec le film est sorti Bonne Mère le jour du pass sanitaire. Donc on pouvait l'accompagner nulle part, hein, même avant, avec le Covid, tout ça. Mais pour Tu mérites un amour, on l'accompagnait absolument partout. D'accord, ouais, je vois, ouais. On a fait beaucoup de projections, de discussions avec le public. C'est très important. Ouais. C'est enrichissant. Quelqu'un d'autre qui va dire bonjour. Oui. On ne peut être qu'admiratif devant votre parcours. Vous dégagez une sincérité incroyable. Dans un monde de cinéma aussi fermé, avoir eu l'envie de faire du cinéma et de parvenir à vos rêves qui deviennent une réalité, moi je crois qu'il n'y a pas lieu de dire que je viens d'ici ou d'ailleurs. La banlieue n'est pas le seul endroit qui permet aux personnes de percer. Vous dégagez une réussite. Zidane en a dégagé une autre. En tout cas, me concernant, moi je suis admirablement étonné de vous voir et de vous entendre, parce que le film que j'ai vu, La graine et le mulet, j'aurais jamais cru que c'était une débutante qui n'avait pas reçu de formation académique pour dégager autant de chaleur, autant de... Vous avez explosé dans ce film. Et franchement, on ne peut que vous admirer, parce que d'abord, votre talent, vous l'avez eu par le travail, par le sérieux, et puis en tout état de cause. Je crois que ça donne une leçon à tout le monde de parvenir à ses rêves, à condition d'y mettre les moyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Après, pour La graine et le mulet aussi, j'étais bien tombée. Hein. J'étais tombée avec l'un des meilleurs directeurs d'acteurs. Qui fait partie en France, en tout cas. Oui, complètement. Donc franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur un metteur en scène qui me mette en valeur, qui me dirige aussi, hein, qui me dise quoi faire, et qui me filme bien et tout ça, quoi. Parce que Abdelatif, c'est quand même quelqu'un qui met énormément ses acteurs en valeur.
Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être de faire partie d'une magnifique aventure. C'est quand même le metteur en scène, le chef d'orchestre. Oui, puis il y a un regard aussi chez lui. Oui, on c'est sent ça. qu'il y a beaucoup d'amour dans, Oui. dans la manière dont il filme les acteurs ou les actrices. Enfin, il y a comme une sorte de fascination aussi qu'il a pour votre capacité à explorer toute une palette, une gamme d'émotions et à réussir quelque part à passer d'une émotion à une autre et à faire s'incarner aussi des choses que lui avait dans son esprit. Vous êtes un petit peu comme la sorte de matérialisation de ce qu'il avait qui était encore virtuel et je pense que c'est ça aussi qui doit le fasciner aussi chez les acteurs. Oui, c'est un travail c'est un duo en fait. C'est un duo, on se fait confiance, on s'abandonne et moi j'étais tellement reconnaissante, tellement heureuse d'être sur le plateau que franchement, même si c'est... Enfin, quand je me souviens, la scène où j'essaie de convaincre ma mère d'aller à la soirée, où il voulait qu'il y ait de l'émotion, j'ai dit comment je vais faire Après, c'est de la concentration et de l'abandon, quoi. C'est ce que dit Juliette Binoche. Elle dit justement qu'il faut beaucoup d'abandon et de pas trop intellectualiser non plus. Moi, j'intellectualise pas. Voilà, sinon, ça. c'est d'ailleurs mes méthodes... là, c'est pour Arte. Souvent, je dis on répète et en fait, on tourne. D'accord, ok. Du coup, les acteurs pensent qu'ils répètent, mais en fait, ça tourne vraiment. Et du coup, c'est super. Parce que personne n'a le temps d'intellectualiser, quoi. C'est ça. Ouais. Mais à chaque fois, il faut trouver des petites astuces. Mais ouais, moi, j'aime pas les gens qui intellectualisent trop. Ou qui vont me dire, oui, le personnage... Il n'y a pas de personnage, on s'en fout du personnage. À chaque fois, je dis, mais tu crois que le spectateur, il va se poser la question du personnage ? On n'a pas le temps. Mais ouais, non, j'ai eu beaucoup de chance avec Abdelatif. Mais c'est vrai que la clé, en vrai, c'est le travail. C'est le travail et la persévérance. Sauf si on a beaucoup, beaucoup de talent et qu'on n'a pas besoin de travailler. Hein, mais même si on a un talent, il faut quand même... Enfin, j'ai toujours l'impression, quand on lit des choses sur même Daniel Day-Lewis, ou je sais pas, n'importe quel type d'acteur, même Isabelle Huppert, il y a toujours un travail absolument démentiel. Alors, c'est vrai qu'il faut toujours garder le mystère et c'est toujours bien de dire justement que c'est un peu inné, mais j'ai l'impression que voilà, il y a quand même toujours de longues heures de travail, en tout cas, pour arriver à un résultat satisfaisant. Donc ça, c'est une évidence. En tout cas, moi, c'est comme ça que... Je préfère me donner les moyens et pas avoir de regrets que de me dire j'ai fait le minimum et après regretter, quoi. Parce qu'au final, le résultat, s'il n'est pas bon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et même aussi très vite, j'ai compris qu'il fallait essayer d'être bien à chaque fois pour le montage, en fait. Pour pas être, on va dire, mal monté, entre parenthèses. Parce que parfois, il y a des problèmes techniques. Donc il faut vraiment essayer d'être tout le temps bien, si possible. Et moi, j'ai même vu des acteurs qui coupaient parfois quand ils n'étaient pas bien. Ils faisaient semblant d'oublier leur texte ou quoi pour arrêter, gâcher la prise. Oui. Ça sent le vécu, vraiment. Faut s'adapter à tout. Hein. Des acteurs qui dorment parfois quand il n'y a qu'une caméra. Comment ça, ils dorment ? Moi, ça m'arrivait plein de fois. Quand il n'y a pas deux caméras, donc il n'y en a qu'une. Ouais. Quand c'est par exemple, c'est sur moi, l'autre va dormir, quoi. Oui, pas concentré, dort ou ça. Ah oui, quand même. Ouais. Donc ça, il faut s'adapter. C'est pour ça qu'il faut. Mais ça fait pas bizarre faire du sport. Par exemple, sur un champ contre champ, par exemple, où la caméra est sur toi et que ton copilote, mais ton camarade de jeu, on va dire, il dort. Ça fait pas un peu bizarre de jouer dans le vide Si, mais soit il dort, soit il va dire son texte, mais vraiment de façon pas bien. Et du coup, c'est comme s'il dormait aussi. Hein. C'est pareil. Mais bon. D'accord, ok. Mais là, en tournant avec des enfants pour Arte, donc le film se passe dans une classe de CM2, et donc on a eu 22 jours de tournage, ce qui est peu. Et vers la fin, il y a certains enfants qui faisaient ça. Hein. Ah d'accord. Et je leur ai dit, mais vous prenez des tics d'acteurs de 30 ans de... Oui, mais la caméra n'est pas sur moi. Enfin, ils arrivaient à capter des choses. Hein. Waouh. Ouais. Pas mal. Hein. Pour terminer, quelqu'un d'autre dans la salle Oui. Alors, c'est ici.
Bonjour, bonjour Afsia, je suis contente de te retrouver. On s'était vu à Cavaillon. Moi aussi, oui, je me rappelle. Pour Tu mérites un amour. Et vraiment, ça nous avait fait hyper plaisir de voir ce film parce qu'on s'est dit, enfin une réalisatrice qui décomplexifie ça, quoi. Parce que le cinéma, quand on discute avec des réalisateurs, des fois on se dit, mais ils sont torturés. J'ai l'impression qu'ils me parlent d'une opération à cœur ouvert. Genre, mais pourquoi ? Ils vont nous parler de 7 versions d'un scénario, tu vois. Ils disent, non, mais le personnage, il faut que je pense à son vécu. Et toi, j'ai trop adoré parce que tu nous rendais ça tellement simple et tu nous disais, ouais, c'était dans mes notes. J'avais pensé à ça, j'ai appelé 2-3 potes et on a tourné ça. Et il y en a, ça les a... Enfin, comment dire, ils se disaient, putain, moi j'ai passé 4 ans sur mon scénario et elle nous pense ça comme ça. Et c'est génial. Et je me disais, dans cette démarche où on voit que tu as vraiment envie de faire découvrir des talents et ça se voit que tu filmes des gens que tu aimes, est-ce que tu aimerais, vu que tu as produit Tu mérites un amour, est-ce que tu aimerais aussi produire des jeunes talents ou même produire des films dans lesquels toi tu aimerais jouer et tu sais que c'est compliqué de financer un film? Du coup, est-ce que tu aimerais accompagner aussi des jeunes talents? Alors oui, prendre des jeunes ou des plus vieux, hein, des gens qui n'ont jamais joué, ça oui. Après, franchement, produire d'autres projets, c'est pas mon métier. J'ai réussi avec Tu mérites un amour parce que, en vrai, le film était déjà produit, donc après, ça a été juste des choses administratives. Mais franchement, aller demander c'est trop compliqué. Franchement, il y a des très bons producteurs. Et non, et après un moment, chacun son métier, sinon on peut pas tout faire. Là, je l'ai fait vraiment parce que c'était obligé aussi. J'avais fini le film, donc c'était soit je donnais tout à quelqu'un qui avait rien fait, soit je récupérais le projet. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais sinon, non. Et après, pour Tu mérites un amour, je sais qu'il y a eu pas mal de jeunes réalisateurs après qui ont fait leur film un peu comme ça. Parce qu'ils ont vu le film et qui se sont inspirés un peu de la manière dont a été fait le film et qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont lancés comme ça. Et ça fait plaisir. Et après, c'est vrai que souvent, pour Tu mérites un amour, je me disais, mais quand il y a eu Cannes, tout ça, je me disais, mais ça... Et même avec les acteurs, on se regardait, on me disait, mais attends, est-ce que tu te rappelles quand on était chez moi dans la cuisine? Et d'ailleurs, la scène sur Ludi, là, quand je parlais avec mon meilleur ami et sa sœur, je me rappelle très bien de ce jour-là. Donc c'est sa vraie sœur dans la vie. Je lui avais demandé de jouer dans la scène. Elle était pressée. Donc à chaque prise, elle me disait, moi je dois y aller là, ça y est. Hein. Moi je dois partir. Vous allez me mettre en retard avec vos conneries, tout ça, de films. Et donc on se rappelait de tout ça en fait. Et toutes les scènes en fait qui ont été faites très vite, au final sont restées... Mais on a halluciné parce qu'on se dit, mais tu te rappelles quand on allait demander au mec du café de jouer, que j'ai forcé le mec, le patron du café à jouer dans le film, limite. Il voulait pas, je l'ai supplié. Et c'est là où ton expérience et ta valeur de manifeste, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait on peut faire un film avec peu d'argent et peu de moyens, mais avec beaucoup de créativité et d'idées. C'est un peu le message aussi quelque part qu'on peut retenir aussi de ton expérience, même si c'est difficile, même si c'est usant. Il faut foncer et écrire simple, je pense. C'est pas se prendre... En tout cas, si on veut faire un film pas cher, il faut franchement écrire des histoires simples et prendre des gens motivés. Il faut foncer. Franchement, moi, à chaque fois, je me suis dit, qu'est-ce que tu as à perdre ? À part rigoler, parce que vraiment on a beaucoup rigolé, même si le film est un peu triste. Une sélection à Cannes en même temps. Donc, mais Cannes, c'était incroyable. Cannes, c'était... Mais ça, franchement, Cannes, et je me rappelle d'avoir un peu harcelé en disant, vous avez vu le film, vous avez vu... Tous les matins, j'envoyais un mail. Ah oui, quand même. Ah oui, j'ai harcelé. Et franchement, c'était super, quoi. Et en plus, après, garder le secret, parce qu'il faut garder le secret. On n'a pas le droit de dire qu'on a été sélectionné. Avant la conférence de presse qui officialise... Ouais. Et non, c'était super. Même pas à ta famille? Faut le dire à personne, oui. Non, après, oui, à la famille, oui, mais qui sont pas du cinéma. Et après, vraiment, la veille, j'ai dit aux acteurs. Mais genre la veille, à minuit, quoi. Oui. Et c'était super. Et même pour eux, de vivre ça, quoi. Pour eux, pour nous, la projection à Cannes. Ça a aidé... Enfin, dans le film, il y a beaucoup d'acteurs, après, qui ont travaillé grâce au film. Là, notamment celui qui joue mon meilleur ami, il a fait un film avec Sophie Marceau à Los Angeles. Donc plein de trucs de fou, quoi. Enfin, et c'était super. C'était que du bonheur. Et on se remémorait souvent ça, quoi, se dire, mais tu te rends compte on pensait pas que ça allait aller aussi loin, quoi. Mais j'ai su, en tout cas en tournant, je savais qu'il se passait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose de la vie, quelque chose de pas tricher, quoi. Oui, c'est ça.
C'est essentiel de ne pas Oui, tricher. je le sentais. C'est pour ça que je suis allée au bout. Sinon, j'aurais même pas tenté un montage. Hein. Mais je sentais qu'il y avait de la vie. Mais bon, c'était dur. Hein. La première version, elle faisait 4 heures. Ah la vache. Horrible, ouais. Alors que j'avais que 15 jours de tournage. Horrible. Mais t'as pas envoyé 4 heures à la semaine de la critique? Non, d'accord, ok. Je crois que j'envoie 1h50 quand même. Hein. J'ai juste une pensée d'amitié pour, 4 heures, ouais. pour les sélectionneurs. 4 heures horribles. Ah non, il n'aurait jamais... Donc 4 heures, c'était dur, ouais. Après, il a fallu tout couper. Et voilà. Bon, bah, c'est super. Merci à Vierzi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Donc ce soir, il y a Bonne Mère, n'oubliez pas. Et Au-delà des murs. C'est ça, Vertige, j'avais dit.